avec vous sur Sud Radio. On est ensemble pour le 10h midi avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Christiane Villeneuve, journaliste politique. Et nous attendons Gaëtan Dussaucet qui ne devrait pas tarder à arriver, membre du Conseil national du Rassemblement national. Et oui, il y a encore du coronavirus au sommaire aujourd'hui. C'est vrai que ça occulte un petit peu tous les sujets de l'actualité, mais la question c'est la santé doit-elle mettre l'économie à l'arrêt comme en Italie? Est-ce que la question qu'on pose dans les médias depuis quelques jours, c'est est-ce qu'on en fait trop? Moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que finalement on n'en fait pas assez? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement en faire un petit peu plus, arrêter un petit peu tout pendant quelques jours pour faire baisser le virus? Moi j'ai du mal à comprendre l'argument du président de la République de dire ne pas mettre l'économie à l'arrêt, mais bon, c'est une question que je vous pose. Et puis on n'a pas trop parlé des municipales hier. On voyait ce sondage IFOP qui nous apprenait que 28% des Français hésitaient ou affirmaient qu'ils n'iraient pas voter. Dites-nous si vous avez l'intention d'aller voter. On en parle avec vous. Et puis Pascal Praud, menacé de mort par des rappeurs. Le soutenez-vous? Comprenez-vous? Où sont les soutiens? Pas beaucoup de soutien finalement, en tout cas dans le milieu politique. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christian, on va commencer avec vous. Et un coup de gueule que je partage sur le mot cluster. Oui, alors je trouve que la communication... Ah, ça m'énerve. Moi aussi. Et je trouve que le gouvernement a une communication plutôt claire et pédagogique, mais je ne comprends pas pourquoi on utilise le mot cluster, cet anglicisme, alors qu'il suffirait de dire foyer de contagion et les gens comprendraient beaucoup plus facilement. On pourrait aller faire d'ailleurs le test dans la rue, demander est-ce que vous savez ce que veut dire cluster? C'est incompréhensible et on entend ça sans cesse. Oui, non, mais c'est incroyable. Foyer, parlons français, foyer de contamination. Moi, j'ai mis plusieurs jours aussi à comprendre et à me demander pourquoi on ne parlait pas de foyer. Non, un mot là-dessus? D'une manière générale, c'est l'anglicisme. Oui, mais enfin là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a d'une manière générale pas de raison. Pardon. Pourquoi est-ce que vous avez un meeting avec quelqu'un? Vous avez une réunion. Voilà. Après meeting, c'est rentré. Mais d'une manière générale, pourquoi angliciser notre jolie langue? Vive le Québec. Moi, je me souviens quand la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était justement un scientifique français, un épidémiologiste, qui justement expliquait que le mot cluster n'avait pas d'équivalent en français, que c'était bien dommage et que donc on était obligé de continuer à le prononcer, à l'utiliser. Alors c'est quoi? Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a plein d'équivalents qui nous font bien comprendre de quoi il s'agit. J'ai pu comprendre qu'en fait le vrai équivalent ce serait grappe. Puisqu'en fait, le cluster, c'est une question de grappe, puisqu'on rattache à une souche commune un certain nombre de malades, et qu'effectivement, grappe, ce serait un peu péjoratif par rapport aux gens qui seraient dans des clusters, mais effectivement, je pense qu'il y a plein de mots en français qui permettent de faire comprendre, et c'est vrai que c'est une question de pédagogie, et ce serait pas mal d'employer des mots que les Français comprennent. Oui. Et puis vous aviez un deuxième coup de gueule. Oui, j'ai pas d'amitié personnelle pour Woody Allen, mais je crois qu'on peut regretter le fait qu'il ne puisse que ses mémoires la publication de ses mémoires soit annulée. Je rappelle quand même que par 2 fois les juges de New York, qui sont quand même pas des tendres, l'ont innocenté des accusations dont il était l'objet. Je crois qu'il faut faire très attention quand la morale commence à l'emporter sur le droit. C'est la voie ouverte à la censure et à la privation de liberté. Oui, c'est une histoire de gros sous aussi, parce que le fils de Woody Allen, qui est un très bon vendeur de livres, Ronan Farrow, a été publié par Hachette. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une centaine d'employés de chez Hachette à New York qui ont protesté. Et je pense qu'il y a dû y avoir une menace sur le sujet. Nicolas Corato? Oui, moi je suis pour la publication de tout ce qui est publiable, donc il n'y a pas de raison d'empêcher Woody Allen d'être publié, mais effectivement je pense que il s'agit plus d'une décision un peu marketing ou commerciale de la part du groupe Hachette. Puis en disant que ça se vendrait pas. Plutôt qu'une décision morale. La décision morale, elle permet finalement de justifier une décision qui n'est d'ordre, à mon avis, que commercial, si effectivement on lit un peu ce qui s'est écrit sur le sujet. Alors, est-ce que ça va paraître en France? On n'a pas encore ces stocks, normalement, s'il doit publier. Hésite.
Je sais pas, vous en pensez quoi, Geneviève ? Je pense qu'il faut que ce livre paraisse. C'est un problème marketing, effectivement. C'est aussi l'histoire d'une vengeance, celle de Mia Farrow depuis toujours, voilà, qui le poursuit au fil du temps, au fil des années. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Polanski, hein, justement. Non, rien à voir avec l'affaire Polanski. Non, ça n'a rien à voir. Et puis lisez, je l'ai évoqué hier, le texte de son fils Moses qui raconte les mauvais traitements dont ils ont été victimes. Il y avait 11 enfants qui ont été adoptés, 3 qui sont morts. Enfin bon, après on n'est pas dans la part de Mia Farrow, justement. De la part de Mia Farrow, et qu'elle a commencé à accuser Woody Allen quand il a décidé d'épouser, enfin de sortir avec leur fille Souni, mais que il ne connaissait pas, c'est ce que dit Moses Farrow. Il dit, mais nous, on voyait très peu Woody Allen, il n'habitait pas avec nous. Il donne un certain nombre d'éléments de contexte. Donc, bon, tout ça est très compliqué, mais j'entends votre non, mais enfin, c'est un nouvel épisode d'un divorce plus que très douloureux. Oui, absolument. Nicolas ? Oui, alors mon coup de cœur, c'est, pardon, j'introduis un peu un autre sujet, mais moi, mon coup de cœur, c'était pour les élections municipales, pour ceux qui les organisent, pour les citoyens qui bénévolement vont tenir les bureaux de vote les 2 dimanches qui viennent, et pour, j'espère, tous les Français qui vont aller aux urnes, parce que je pense que on a le droit de plonger dans la sinistrose, d'avoir peur pour soi, peut-être peur pour ses proches, mais on a un devoir citoyen à accomplir dimanche. Oui. Je pense qu'on peut dépasser une partie de nos peurs pour franchir le seuil d'un bureau de vote. Dans ces moments-là, on se sent souvent impuissant face à ce genre de crise sanitaire. On se demande tous ce qu'on peut faire. Ben voilà, je pense que les 2 dimanches, on peut aller voter. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut, de l'effort collectif qu'on peut faire. Ça va être notre sujet. J'ai un cœur pour les municipales et j'appelle vos auditeurs à aller voter. Oui. On va en reparler tout à l'heure. On peut et on doit aller voter. On va en reparler tout à l'heure. Geneviève ? Moi, c'est un coup de cœur nostalgie pour l'ancien monde, avec 2 grandes figures qu'on a vu revenir ces dernières 24 heures, qui sont Nicolas Sarkozy, qui était aux côtés de Rachida Dati, Salgavo hier, et puis Manuel Valls, qui exprime une envie de revenir en France, une envie de France, une tentation du gouvernement et de Paris. À l'heure où le président de la République vante l'amateurisme et s'est félicité que ses troupes soient des amateurs, j'ai un petit coup de cœur pour les pros de la politique. La politique, c'est quand même un vrai métier. Et quand on est professionnel, quand on a de l'énergie, quand on a une conviction qu'on arrive un petit peu mieux à faire passer que justement cette bande d'amateurs, moi j'ai envie de les revoir. Voilà. Oui, donc je le dis. Moi je pense que ce qu'on appelle le vieux monde est bien vivant. Oui, et le retour de Manuel Valls, on peut en dire un mot quand même ? Là, j'avoue que moi je suis plus réservé pour Manuel Valls, parce que quand même ça sonne un peu quand même retour de défaite, quoi. Voilà, il a pas pu réussir à percer à Barcelone, donc voilà. La politique est faite de défaites et de succès, ça se succède au fil du temps. Je suis d'accord, à moins qu'ils veulent revenir au PS, mais je ne crois pas. La voix de Manuel Valls manque en cette période d'antisémitisme, d'antisionisme, qu'il lit d'ailleurs très justement dans le Figaro, voilà. D'affirmation de certaines valeurs fortes qu'il portait. Oui, Mickaël, alors l'auditeur réagit sur Woody Allen, il dit est-ce que vous faites votre travail sérieusement ? Le livre a été annulé parce qu'il rencontre des mensonges sur sa famille, accusé d'abus sexuels sur une de ses filles adoptives. Oui, on l'a dit, on l'a évoqué. Je vous encourage à aller lire le texte de Moses Farrow. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, c'est plus ce que vous vouliez dire, Christian, et puis sur le fait qu'on ne publie pas un livre, c'est toujours très grave. Après, la fille de Woody Allen peut elle aussi écrire un livre. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce livre, donc tout ça est effectivement assez compliqué. Gaëtan Dussaucet nous a rejoint. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes au Rassemblement National. Vous êtes le membre du Conseil national du Rassemblement national. Votre coup de gueule ou coup de cœur ? Je vous avoue que j'ai un peu hésité à transformer mon coup de cœur en coup de gueule, parce que là, les transports ce matin, c'était quand même assez... sportif. C'est-à-dire juste des problèmes comme il y en a toujours. C'est toujours le souci, c'est que quand vous habitez en banlieue et loin, vous êtes obligé de vous éloigner de vos lieux de travail ou du milieu parisien, parce que les prix des loyers sont excessivement chers. Et donc, par conséquent, vous devez supporter et subir tous les aléas des transports en commun. Mais bon, je vais quand même rester sur mon coup de cœur, parce que c'est plus sympa. C'était juste un petit coup de cœur, parce que je sais qu'il y a un peu une tendance actuelle à remettre un peu en question l'impact des réseaux sociaux sur la société.
sait qu'il y a aussi une tendance de la part du gouvernement à vouloir censurer ou limiter du moins l'expression sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a de belles choses qui s'y font. Je pense particulièrement à un compte Twitter qui est très actif en ce moment, qui se développe aussi sur d'autres réseaux comme Instagram et Telegram, qui s'appelle le compte Twitter Conflit, au pluriel, et qui est un compte spécialisé sur les questions géopolitiques, les questions sanitaires, donc plutôt des thématiques très internationales, et qui en fait, dans l'actualité autour du coronavirus, est très réactif pour relayer des informations qui sont officielles ou du moins sourcées, qui passent par des institutions, des organismes, des médias, et qui a une veille comme ça sur cette thématique particulièrement, et qui est donc très suivie et très utile en ces temps de crise. Non. Très bien. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant. On va parler du coronavirus et du en même temps, d'une certaine façon, l'exécutif qui, à la fois, en même temps, dit faut pas trop embêter les Français, faut pas tuer l'économie, mais en même temps, on ne limite pas les transports, on interdit certains matchs de foot, certaines réunions, mais en même temps, on continue à laisser les gens aller dans les supermarchés. Pourquoi 900 personnes et pas pourquoi moins de 1000 personnes ? Donc le en même temps m'interroge et vous interroge certainement. 0826 300 300. Avec vous pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Donc je vous parlais de ce en même temps. En même temps, on préserve l'économie. En même temps, on demande à s'il n'y ait plus de rassemblement de 1000 personnes, mais les transports continuent à fonctionner, Gaëtan, où il y a parfois plus de 1000 personnes. On a nos auditeurs qui sont assez d'accord, qui disent d'un côté, on demande de ne pas aller voir les vieux, d'un autre côté, on ferme les écoles, et puis quand il n'y a pas d'école, qui est-ce qui garde les enfants ? Les grands-parents, souvent. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, vous avez vu que l'Italie a confiné tout le monde, tous les Italiens, on leur dit restez à la maison, est-ce qu'il ne faudrait pas des mesures comme celle-ci en France ? Et je trouve que l'argument de l'économie interroge. Christian de Villeneuve. Bon, c'est très difficile de répondre à la question. Moi, je pense qu'effectivement, la priorité, c'est de régler la crise sanitaire. Après, déjà, le pays, j'ai l'impression qu'il est déjà très au ralenti. Demandez aux professionnels de la restauration, du tourisme, des transports, enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que ce que fait le gouvernement, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il essaye de réguler l'épidémie de telle façon qu'il y ait un flux continu de malades compatible avec le nombre de lits dans les hôpitaux, voilà. Et ça, c'est plutôt que d'avoir une explosion de l'épidémie, voilà. Après, je crois est-ce qu'ils en font trop ? Est-ce qu'ils en font pas assez ? La réponse dans quelques mois. On n'est pas des spécialistes du coronavirus. Alors, on va voir ce qui se passe en Italie, parce que ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé dans les prisons hier, c'est quand même pas terrible. Il y a eu des mutineries avec des prisonniers qui se sont évadés. Il y a eu plusieurs morts. Voilà. Il y a eu le feu qui a été mis. Est-ce que les Italiens vont respecter les consignes ? Voilà, je veux dire, trop c'est trop, pas assez c'est pas assez. Franchement, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Oui, mais c'est pas très rassurant. Non, on vit au jour le jour, il faut vivre l'instant présent. Oui. Nicolas Corato. C'est pas rassurant, parce que je pense que si on regarde un peu les choses politiquement, ce qui est en cause, au-delà de la protection de la santé de la population, ce sont aussi les États. Et depuis l'apparition de cette crise sanitaire en Chine, avec des contextes très différents, on a vu des États qui luttaient aussi pour leur propre survie. Le coronavirus pourrait emporter le régime communiste chinois, pourrait emporter demain le régime politique italien, parce qu'on voit que cette crise sanitaire, elle met à mal les fondements même de l'État. C'est-à-dire la question de la sécurité, la question du système de soins, la question du système social, et puis la question du régime politique tout court. Et je pense que ce que fait aujourd'hui le gouvernement en France, c'est de protéger aussi, en plus de la population, les systèmes étatiques, les systèmes de solidarité, les systèmes de soins, de protéger le système hospitalier. On pourrait lui dire à ce gouvernement que depuis 2 ans, il n'a rien fait pour protéger le système hospitalier, mais ce n'est pas le sujet. Non. Ce sujet-là et ce débat, on l'aura après. C'est-à-dire que le sous-investissement dans notre système de soins, c'est pas maintenant qu'on va le rattraper. Et c'est pas en pleine crise qu'on va rattraper. Donc même ce débat-là, il est trop hâtif. Moi, je trouve qu'effectivement, une stratégie qui est assez spéciale du régime français, qui consiste à préserver les systèmes de solidarité, préserver les systèmes collectifs, préserver d'une certaine manière la manière dont on vit ensemble dans ce pays, dont on peut continuer à travailler. Tant que ça pourra durer, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que le principal risque qu'on a avec cette crise, c'est pas tant de mourir. Bon, il y a des gens qui vont mourir. Mais c'est de voir aussi une partie de nos sociétés se déliter
Parce qu'il y a un risque, à mon sens, politique, au-delà du risque économique, qui nous menace derrière. Oui. Oui, là, je vous trouve bien anxiogène et bien anxieux. Je pense que c'est l'affaire de 2 mois à traverser et que cette crise, elle va avoir son pic et puis ensuite elle va régresser et puis. Mais on est d'accord. Et voilà. Mais on est d'accord. Et notre système politique ne sera pas mis à mal par ça. Le système de la quarantaine pour tous dans une démocratie, c'est pas très bon. La quarantaine pour tous, elle peut être nécessaire ponctuellement. C'est effectivement plus facile dans un régime comme le régime chinois qu'en France. Ça, c'est très très clair. Après, en Chine, ça a quand même... ça a plutôt fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Et j'ai lu hier qu'il y avait en Chine des premiers signes de reprise économique aujourd'hui. Et que la Chine, finalement, va peut-être repartir plus vite que d'autres pays à cause de ce confinement et de cette mesure générale très, très drastique en réalité. Oui. Oui, mais sur cette question du coronavirus et puis de la gestion par le gouvernement de cette crise... moi, j'ai pas envie. Alors, évidemment, on est toujours dans un petit entre-deux. Est-ce qu'il faut dire les incohérences du gouvernement, les pointer, relayer les inquiétudes des Français, mais dans ce cas-là, on risque de créer un climat anxiogène, ou est-ce qu'au contraire, il faut ne rien dire, ce que fait Marine Le Pen. Oui, mais parce qu'en fait, nous tenons un peu à la vérité. Et c'est quoi la vérité? On s'en tient à ce que disent les Français. La vérité, c'est les incohérences du gouvernement. On en a parlé à maintes et maintes fois, mais oui, il y a des incohérences quand on interdit les voyages scolaires à l'étranger et que par la même occasion, on a en même temps, comme on dit, on a accueilli un bus de 3000 supporters italiens qui venaient notamment de zones contaminées. Il y a des incohérences quand on demande justement aux parents de ne pas mettre leurs enfants qui reviendraient de zones potentiellement contaminées ou de pays potentiellement contaminés aux crèches, dans les établissements scolaires, mais que par la même occasion, on laisse les trains continuer à arriver sans aucun contrôle, ni rien. Évidemment, tout contrôler ne permet pas d'avoir un risque zéro. On n'est pas totalement idiot, on n'est pas idéologue, on sait pertinemment que le risque zéro n'existe pas. Mais ce sont des outils de précaution. Non, mais c'est vrai, mais c'est juste. Non, mais c'est juste une question. De manière générale, c'est juste une question de bon sens, d'essayer d'avoir quand même. On a quelques outils de précaution. L'État a quelques outils de précaution en mettant notamment un certain nombre de contrôles, un certain nombre de mesures de confinement. Et il faut évidemment s'en saisir pour éviter l'extension du virus. Alors ensuite, oui, on ne sait pas, donc il ne faut pas parler trop vite. Oui, mais le problème, c'est que, on a vu par exemple une ancienne ministre de la Santé, pour ne pas la nommer en raison du CSA, qui nous expliquait quand même, si on peut, Agnès Buzyn, qui nous expliquait qu'il n'y aurait pas d'épidémie en France. Trop tard, maintenant le virus est là. Donc se prononcer... C'est vrai qu'elle c'est compliqué. Oui, c'est vrai qu'elle risque d'avoir ensuite un retour de bâton. Oui, après il faut être aussi assez humble, parce que, pragmatique et humble, parce que personne ne sait vraiment comment se comporte ce virus. C'est d'ailleurs pour cette raison, juste pour répondre aussi un peu à ce qui a été dit avant, qu'en effet, il y a un certain nombre de débats qu'il va falloir avoir très rapidement sur la question de la santé de nos hôpitaux publics, de notre service de santé, parce que moi j'ai un peu l'habitude quand même avec ce gouvernement, on l'a eu notamment avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de problématiques qui arrivent, on attend que la crise se passe, on nous promet un débat derrière, puis finalement il n'y a rien. Donc là j'espère que cette fois-ci on en tirera quand même des conclusions, à la fois sur la qualité de notre service de santé et sur l'ampleur des moyens qui lui sont attribués, mais aussi sur la question économique et la question de notre dépendance vis-à-vis de la Chine du fait de la mondialisation. Ouais. Oui, mais bon, c'est compliqué. C'est un gouvernement qui aujourd'hui essaye de faire au mieux. Et il faudra qu'il commence à prendre des mesures. Moi, je suis rassuré quand j'entends Bruno Le Maire nous dire que cette crise va nous obliger à revoir notre manière de faire des échanges et du commerce avec la Chine. Je suis rassuré quand je l'entends parler de relocalisation d'un certain nombre d'activités. J'espère juste que derrière ces paroles, les actes auront lieu une fois la crise passée. Oui, il va y avoir plein de... Effectivement, il va y avoir un avant et après la crise. Et entre autres, on peut regretter l'absence de l'Europe de la santé. Parce que là, chaque pays est en train de... S'il n'y avait que de la santé... Oui, exactement. Mais là encore, le rêve européen est vraiment loin. Et quand même, là, cette crise sanitaire pose
clairement la question. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Hein. Il dit l'Union fait la force. J'appelle nos partenaires européens à une action urgente pour coordonner les mesures sanitaires, les efforts de recherche et notre réponse économique. Agissons ensemble dès maintenant. On a même vu l'inverse, Valérie. On voit l'inverse. On a vu l'Allemagne refuser, par exemple, de donner des masques à l'Italie. Absolument. C'était juste quelque chose de surréaliste. Maintenant, on attend ce que va décider la BCE aussi. On attend les propos de la BCE dans les heures qui viennent, quand même. Mais à force de valoriser aussi des politiques néolibérales ou ultralibérales en Europe, qui, d'une certaine manière, attaquent les fondements même de l'État social ou de l'État-providence, qui sont devenus des gros mots ces derniers temps, on n'avait plus le droit d'en parler. L'État-providence, il a quelques atouts, notamment d'organiser des systèmes collectifs et solidaires de soins. Et il y a certains pays européens où le problème de la crise sanitaire va devenir un problème social, puisqu'il y a des citoyens européens qui ne vont pas avoir les moyens d'être soignés par rapport à cette crise sanitaire. C'est un sujet qui n'existe pas en France, parce qu'on a un système qui permet une solidarité, qui nous permet d'être soignés, quels que soient nos revenus, mais il faut dire qu'il y a des pays européens où ce n'est pas le cas aujourd'hui, malgré notre appartenance commune à une union. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui des disparités, et en tout cas les citoyens européens ne seront pas égaux face à cette crise sanitaire. Et les disparités sont d'ailleurs quelquefois au sein d'un même pays. Si l'Italie prend ces mesures de confinement extrêmement strictes, c'est aussi pour éviter que le sud de l'Italie, dont on sait que l'état sanitaire n'est pas du tout le même que celui du nord de l'Italie, soit touché de manière plus forte. Allez, on va marquer une pause, on va parler des municipales, dans quelle mesure elles seront affectées dimanche. Est-ce que vous irez voter 0826 300 décidément. On vous attend sur Sud Radio pour témoigner. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, c'est André Berkoff qui sera ici même à partir de midi. Nous commentons l'actualité, on parle des municipales. Ce sondage hier qui nous apprenait que 28% des Français avaient l'intention de ne pas aller voter. Appelez-nous 0826 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Mais on a Frédéric en ligne qui voulait réagir sur le sujet que nous abordions précédemment. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Écoutez, par rapport à l'économie, par rapport à ce coronavirus, c'est très compliqué. Après, là, je pense que les bourses, en fait, elles étaient en train de se casser la pipe, on ne savait pas quand, mais là, grâce au coronavirus, je pense que le système financier, il va bien tomber, mais très rapidement, quoi. Donc, je ne sais pas si l'économie va s'en remettre, parce que là, les mesures qui sont prises, elles sont drastiques. Hein. On voit le baril de Brent qui est de plus en plus bas. On ne sait pas quand est-ce que, jusqu'à où ça va aller, quoi. Donc du coup, les décideurs ont des choses compliquées à gérer, mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. Hein. Après, la santé, on a toujours pris en compte la santé des Français et des pays occidentaux. Après ça, pour les soigner, on sait le faire. Ce coronavirus existe sous différentes souches, mais après là, honnêtement, en faire des tas comme ça, je me demande s'ils prennent vraiment la mesure du problème. C'est-à-dire que vous dites quoi, qu'on en fait trop ou pas assez On en fait trop. On en fait trop. Oui. Ah oui, on en fait trop, mais c'est évident. Je pense que les Français, après, on leur a fait tellement peur que malheureusement, ils sont dans la psychose, mais après, on a fait beaucoup trop, quoi. C'est même aberrant, quoi. Ouais. Moi, de mon point de vue, après, je suis un citoyen comme un autre. Alors oui, non, mais c'est effectivement toute la question. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez ? Est-ce qu'il faut ? Et on n'a pas, hélas, la réponse. Ce matin, Agnès Pannier-Runacher a dit c'est le moment de faire des bonnes affaires à la bourse. Certains ont trouvé cette, un peu étrange comme remarque, non ? C'est le, comment dire ? C'est spontané. C'est le côté hors sol d'une partie de cette majorité, de ce gouvernement. Il y a toujours de bonnes affaires à faire sur le dos des autres. Vendre au sang du canon, et c'est toujours un peu l'idée que l'intérêt personnel prime sur l'intérêt général. Voilà, il y a quand même cette idéologie. Pardon, on parlait d'idéologie, mais voilà. Oui. Alors, Michael nous dit pourquoi le gouvernement ne fait pas une campagne sur les médias pour expliquer les différents moyens de voter au municipal, comme le vote par procuration pour les personnes fragiles. Alors, est-ce que ça a été fait ? Alors, on a appris que dans les EHPAD, les directeurs d'EHPAD allaient pouvoir recueillir les procurations des personnes qui sont dans les EHPAD et non plus, normalement, c'est à la mairie, à la préfecture, commissariat. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une grosse abstention ? Vous, Christian de Villeneuve, vous dites qu'il aurait fallu reporter ces élections. Je dis pas ça, je dis il fallait au moins poser la question, parce que on risque quand même d'avoir un taux d'abstention record. Hein. Je crois que d'aucuns
évoque la possibilité que plus de 50% du corps électoral ne se déplacerait pas. Ce qui quand même poserait des questions. Ben voilà, qui remet quand même la légitimité de l'élection. Donc moi, je pense que toutes les solutions qui sont proposées pour faire voter les gens sont bonnes. Ce que je crois, c'est pas forcément les personnes âgées qui sont les plus qui se déplaceraient le moins. Il y a un sondage, il y a un sondage qui était hier, je crois, dans le Figaro, qui expliquait que c'était particulièrement 40% des jeunes réchigneraient à se déplacer et aller au bureau de vote, ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan politique, puisque je crois que les jeunes votent majoritairement soit écolo, soit à gauche. Non, Rassemblement National. Écolo, Rassemblement National. Oui, Geneviève Betzinger sur ce effectivement, vote. ça risque de brouiller un petit peu le résultat des élections, en tout cas de le modifier si une tranche d'âge entière décide de ne pas aller voter. Après, ceux qui ne vont pas voter ont toujours tort, quelles que soient les raisons, parce que franchement... on a la chance, encore une fois, de vivre dans une démocratie. Il faut absolument aller voter. Enfin, quand on est très vieux, très fatigué, ça peut s'expliquer de ne pas y aller. Mais enfin, quand on est jeune... Les abstentionnistes sont souvent plus chez les jeunes que chez les vieux. Oui, mais enfin, c'est une erreur. Alors après que ça ait un impact... Il y a aussi un autre impact, c'est dans la manière de faire campagne jusqu'à présent, quand même, qui est très différente. Vous annulez les réunions publiques, vous touchez plus vos électeurs. Il y a quand même quelque chose de très tactile dans une campagne électorale. Vous touchez des mains, vous embrassez, vous allez sur les marchés. Vous avez cette proximité permanente là, vous l'avez plus. Donc c'est une manière de faire campagne aussi qui est différente. Qui est différente et qui va un petit peu, sans doute, modifier aussi le résultat des élections. Gaëtan Dussosset, donc vous êtes au Rassemblement National. Oui. Vous faites campagne ? Oui, on continue. Bon, après, évidemment, tout est revu en termes de méthodes et d'événements dans les campagnes. Après, voilà, il y a toujours un risque d'abstention qui est très important, peut-être plus aujourd'hui du fait de cette crise. Moi, je regardais dans le sondage, ce que souvent j'ai entendu dire, c'était une petite musique qui avait longtemps, mais maintenant on l'entend moins, fort heureusement, qui disait que l'abstention profitait au Rassemblement National. Or, quand on regardait le sondage qui a été fait notamment hier, la moyenne des Français qui n'iraient pas voter est de 28%, et chez les électeurs du Rassemblement National à 31, donc 3 points supplémentaires. Donc on a quand même un électorat auquel nous on dit allez voter, parce qu'il y a une possibilité de changer les choses dans votre ville. En plus, les élections municipales sont les élections où on a une proximité avec les maires, une proximité avec les candidats. On ne parle pas d'une élection éloignée comme les départementales et régionales. On a même parfois du mal à comprendre quels sont les mandats ou les compétences. Là, le maire, c'est clair. Voilà, c'est quelqu'un qui est proche, qui sera là pour vous écouter pendant 6 ans. Enfin, du moins nous l'espérons. Donc il faut aller voter, parce que sinon c'est proximité qu'on a aujourd'hui avec les maires pourrait être menacée, notamment à cause de l'abstention. Oui. Nicolas, vous en pensez quoi ? Deux choses. D'abord, ce qui est intéressant dans le sondage, c'est que si on compare ce chiffre d'abstention évalué au dernier scrutin des municipales, il y avait plus de 36% d'abstention, ce qui était un record dans l'histoire de la Ve République sur les municipales. Mais ça peut se cumuler. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que l'abstention en soi n'est pas nécessairement liée à la crise sanitaire qu'on vit. Non, mais là, la question qui était posée, c'était en raison du coronavirus. Est-ce que vous envisagez de ne pas aller voter ? Et ensuite, sur la deuxième question, je vais être un peu brutal, mais j'ai envie de dire à vos auditeurs et puis de nous dire à tous que on va passer beaucoup moins de temps dans un bureau de vote qu'on ne le fait pour aller vider le rayon pâtes d'un supermarché. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, à un moment... on est tous allés un peu de manière complètement délirante vider les supermarchés et peut-être prendre des risques de contamination. En tout cas, pas moi, mais on en a vu d'autres. Voilà, on s'est tous rués dans les pharmacies. On va quand même pas se dire en tant que citoyen français qu'on n'est pas capable d'aller dans un bureau de vote et d'y passer 5 minutes. Il y a un moment où il faut aussi arrêter et être responsable en tant que citoyen. On peut pas toujours mettre en cause la responsabilité de nos élus, de nos dirigeants, et puis pas se poser la question nous concernant. Donc si on est capable encore d'aller faire nos courses, on est capable d'aller dans un bureau de vote. Oui, et de faire ce qu'a dit Nadine Morano, c'est-à-dire prendre son propre stylo, prendre le bulletin que vous allez recevoir chez vous. Bien sûr. Prendre des gants. De toute façon, on avait déjà pris des gants en 2001. Donc, on les a en réserve, les gants. Et les résultats risquent d'être impactés. Donc, s'il y a une forte abstention, si on a plus de 50%, alors là, on est dans la politique fiction, mais ça va changer quand même considérablement les choses. Ce qui a déjà changé les choses, je trouve que cette campagne des municipales, elle est quand même passée largement un peu à la trappe. Et qu'effectivement le débat local il est difficile à faire vivre, mais pour tous les candidats
En même temps, il faut s'y intéresser parce qu'on en prend pour 6 ans. Hein. C'est 6 ans de gestion. Certains élus malades, certains élus confinés aussi, certains candidats confinés. Certains disent on a plus peur de Macron que du virus. Voilà, on a vu ça dans les réactions. Mais je veux dire, dans 1 an, il faut l'espérer, ce virus sera un mauvais souvenir. Mais les équipes municipales que nous aurons élues auront encore 5 ans de mandat. Ouais. Donc voilà, il faut aussi regarder un peu ce qui nous attend devant. Donc allez voter, prenez vos précautions. Non, mais on aurait pu repousser ces élections, on l'a déjà fait, de repousser ces élections d'1 année et les combiner avec les régionales. Hein. Ouais. Oui, on aurait pu les reporter. Mais enfin, je veux dire, on est en milieu de semaine, on verra. Vous pensez que ça peut encore être annulé ? Je pense pas. Ce qui risque d'être compliqué, c'est de trouver des assesseurs, des gens dans les bureaux de vote. C'est déjà très compliqué. C'est déjà compliqué, donc là, ça risque de compliquer encore plus les choses. Peut-être un mot en marge du coronavirus que vous vouliez évoquer, Christian de Villeneuve, sur certaines communes qui n'ont pas de candidats. Oui, je crois qu'il y a plus de 100 communes qui n'ont aucune liste. Aucune liste. Et je crois plusieurs centaines où il y a seulement une liste et pas d'opposition. Pour les petites communes, ça s'explique assez facilement quand on voit la lourdeur et administrative et les difficultés à réguler les choses au quotidien. Voilà, donc, et puis peut-être qu'il y a un déficit de citoyenneté. Oui, un déficit de citoyenneté, c'est possible aussi, c'est effectivement... Non, puis les gens privilégient de plus en plus, et on peut les comprendre, leur vie professionnelle et privée. Et leur vie privée, oui. Comment vous le comprenez, vous qui êtes engagé, jeune et engagé en politique ? Je pense pour plusieurs raisons, oui, et puis je le vois d'autant plus en effet chez les jeunes générations, qui en effet, il fut un temps, je crois peut-être dans les... pas parler d'un temps que j'ai pas connu, mais où j'avais l'impression que la jeunesse était quand même plus engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà par le fait qu'on a l'impression parfois que même quand on nous demande notre avis, on ne le respecte pas derrière. Je pense évidemment au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Dernier référendum en date de la Ve République. On demande l'avis du peuple français, il dit non et on lui impose quand même 2-3 ans après. Donc c'est vrai que là-dessus, on a du mal à se dire à quoi bon finalement aller faire. On peut prendre même l'exemple de l'aéroport de Paris, où on trafique finalement un nouveau référendum participatif, on trafique, les gens ne sont pas allés voter. Oui, les gens peuvent voter. 4 millions de voix, déjà 4 millions de signatures, c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, derrière, c'est seulement pour soumettre finalement la question au vote des parlementaires. Donc si vous voulez, il faut que les parlementaires derrière disent bon alors ça on peut poser comme question, ça on peut pas. Et étant donné que les parlementaires déjà depuis belle lurette ne représentent plus le peuple français parce qu'il y a toujours pas de proportionnel à l'Assemblée nationale, faut pas s'attendre derrière à ce qu'on ait un engagement soudain de citoyens pour pouvoir faire passer un certain nombre d'idées. Donc je pense qu'à partir du moment où on aura remis un peu de démocratie et juste le simple fait de faire ce que demande le peuple au moment où on lui demande son avis, les gens s'engageront davantage. Possible. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. C'est ensuite André Berkoff qui sera là. Je débat aujourd'hui avec Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Parlons de cette affaire Pascal Praud, un rappeur, 2 rappeurs en fait, ont chanté, ont mis dans les paroles d'une chanson des propos appelant finalement à tuer l'animateur, enfin le journaliste, pardon. Il est insulté violemment donc par Sneezy et Nekfeu. C'est vrai qu'on ça mérite. Alors les paroles, pardon, ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Les rappeurs sont habitués, et c'est par essence effectivement assez violent. Pascal Praud hier a réagi, peut-être qu'on peut le réécouter. Écoutez. C'est une méthode de discussion effectivement assez expéditive qu'il me proposait là, et on me dit que ces paroles qu'ils ont prononcées tombent sous le coup de la loi et que les menaces de mort qu'ils ont proférées sont punies sévèrement, 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc aujourd'hui je réfléchis à la suite à donner à ces menaces. Voilà, pour avoir interrogé des avocats, les rappeurs sont très rarement condamnés. Ça fait partie de l'essence même du rap. Nicolas Corato. L'appel au meurtre ? Oui, il y a une tradition jurisprudentielle sur la licence littéraire qui permet à des auteurs littéraires, alors pardon de les qualifier comme ça, mais
On peut considérer que ce sont des auteurs littéraires, ils rentrent dans cette catégorie qui leur permet, alors je citais, puisqu'on parlait du 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian, vous savez que dans Le Déserteur, la dernière phrase du Déserteur qui avait été censurée disait « Prévenez vos gendarmes que j'aurai pris les armes et que je sais tirer ». Et on avait effectivement censuré à l'époque cette chanson, considérant qu'elle était un appel au meurtre des forces de l'ordre. Et puis ensuite, Boris Vian, il y avait un procès retentissant, avait gagné son affaire. Je ne veux pas comparer Sneezy et Necfeu avec... non, s'il vous plaît. Moi, je leur en veux terriblement parce qu'ils vont m'obliger à soutenir Pascal Praud publiquement, ce que je n'ai jamais fait. Mais effectivement, c'est inacceptable d'aller viser une personne en particulier, une personne individualisée, nominalement, et effectivement d'appeler, ça s'appelle un appel au meurtre, un appel à la violence. Et moi, je suis un fervent défenseur de la licence littéraire. Je pense qu'il faut que les créateurs aient un maximum de liberté. Après voilà, je pense qu'il faut aussi gardons. Mais visiblement, il y a des jurisprudences qui font que la plainte est toujours rejetée. Juste un mot, je crois que vous ne connaissez pas bien votre Boris Vian. J'ai été interpellée parce que vous avez dit la fin de la chanson, c'est que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Et qu'ils pourront tirer, ça c'est la deuxième version. Mais la version initiale, c'était et que je sais tirer. D'accord. Et Boris Vian avait dû modifier donc la fin. Donc j'aurai des armes et qu'ils pourront tirer. La fin de sa chanson. Bien votre Boris Vian. C'est moi qui le connais pas. Boris Vian, je suis incollable. Sur Sneezy et Necfeu, c'est un peu plus. Et sur Pascal Praud, encore plus. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, mais forcément, les paroles sont choquantes. Après, moi, je suis pas pour qu'on censure avant que la chanson ait été produite ou que l'écriture ait lieu. Je suis plus pour qu'il y ait des condamnations après. C'est-à-dire que s'il y a un propos qui est considéré comme choquant, menaçant et qui tombe sous le coup de la loi, eh bien là, on va devant les tribunaux et on règle ça devant un juge. Et là, il doit y avoir des compensations. Évidemment. Ils sont très rarement condamnés. Mais oui, bon ça après il faut peut-être revoir ensuite sur comment, à partir de quelle loi juge notre justice sur des cas comme ça. Est-ce que si vous voulez, moi je suis un peu embêté parce que moi-même je suis assez fan de musique extrême. Alors pas dans le rap, plutôt dans le death, black metal et compagnie. Et c'est vrai qu'il y a toujours des propos qui sont là aussi pour heurter. Sauf que je pense qu'il y a une grosse différence. Ça vise une personne. Voilà, il y a une grosse différence quand ça vise une personne individuellement en son nom, que ça le nomme. Là, il y a une grosse différence et à mon avis, ici, la loi peut intervenir. Les journalistes salissent l'islam, c'est le propos. En fait, ils lui reprochent à Pascal Praud de parler trop souvent de l'islam et de stigmatiser. Il va stigmatiser l'islam. Oui, il y a d'ailleurs quelque chose qui est un peu étonnant, c'est que quand on regarde la situation personnelle de Necfeu, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit très malheureux aujourd'hui et qui tombe dans cette espèce de provocation très habituelle et quotidienne, alors certainement d'un certain public, plutôt dans des cités, banlieues et grandes tours HLM. C'est un peu ridicule compte tenu de la situation qui est la sienne aujourd'hui et du succès qu'il a connu quand même, faut le reconnaître, dans un certain public et jeune public aussi, et qui lui a été permis notamment par le pays dans lequel il est, c'est-à-dire la France. Alors Sneezy a répondu, il a dit je suis stupéfait, les paroles sont sorties de leur contexte, ils ont été mal compris, je ne suis pas là pour viser ou mettre au banc qui que ce soit, sauf que les paroles, il dit je dénonce ici certains journalistes qui ont tendance à éditorialiser leur point de vue, ciblant très souvent le même groupe de personnes. Je les représente à travers la figure de Monsieur Praud. Voilà. Oui, moi je pense que, Christian Villeneuve. Très, très simplement, je crois qu'il y en a ras-le-bol de cette escalade de la violence verbale, et dont, voilà, tout simplement, c'est totalement irresponsable dans un pays qui ferait mieux de se serrer les coudes. Puis moi aussi, j'en ai aussi ras-le-bol un peu du média bashing, du journalisme bashing. On entend des propos, par exemple, à propos, on va revenir au coronavirus, comme quoi les médias en feront trop, en feraient trop. Non, les médias, ils ne créent pas l'événement, ils suivent l'actualité. Ouais. Geneviève. Oui, pour en revenir à Pascal Praud, du coronavirus à Pascal Praud, c'est quand même des mots qui sont symptomatiques du climat qui règne dans certains quartiers où il y a ce mélange de victimisation, d'appel à la haine, d'appel au meurtre permanent. C'est ce qu'il est pro aujourd'hui. Pascal Praud, c'est aussi un peu ce qu'a dû ressentir Mila à un moment, même si elle n'est pas journaliste, même si c'est... Mais ça relève... Sur le lynchage. Ça relève sur le lynchage absolument pas exactement du même pareil, schéma. Parce qu'il est... ça relève la volonté
volonté aussi d'imposer une sorte de refus du droit au blasphème, enfin de déni du droit au blasphème plus exactement. Oui, mais sauf que d'abord le blasphème n'existe pas en France, ensuite il n'y a pas d'infraction dans le blasphème, enfin dans le fait de critiquer une religion, sauf que là, appeler au meurtre, c'est un délit et c'est passible de la loi. Mais il y a volonté d'imposer dans les deux cas le délit de blasphème quelque part. Bah non. Il y en a un, c'est puni par la loi, et l'autre, ça ne l'est pas. Donc, il y a un délit dans un cas, il n'y en a pas dans l'autre. On est d'accord, mais certains essaient de faire du blasphème un délit. Oui, bien sûr, d'accord. Gaëtan Dussosset. Une petite dernière réflexion qui me traversait l'esprit. Il faut faire attention aussi, parce que là, je n'étais pas au courant qu'il avait présenté plus ou moins ses excuses ou qu'il avait donné une raison à ses paroles. Donc, attention aussi, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ça relève peut-être aussi d'un coup marketing, de communication, et de faire en sorte qu'on puisse en parler ici ce matin. C'est possible aussi. Je voulais qu'on parle des migrants et de l'Europe qui envisage d'accueillir jusqu'à 1500 mineurs arrivés en Grèce, et puis sur la situation là-bas, et puis le chantage d'Erdogan également. Je ne sais pas qui, Gaëtan Dussosset. Oui, de la même manière, on parlait tout à l'heure de l'absence totale de solidarité au niveau de l'Union européenne dans la crise sanitaire. Bien, on a à nouveau une absence totale de solidarité venant de l'Union européenne et des autres pays européens concernant la Grèce et ce à quoi sont confrontés aujourd'hui le peuple grec. Les images que l'on voit, d'ailleurs, on peut les voir très facilement sur les réseaux sociaux. À nouveau, ça circule de manière assez massive. Elles sont véritablement choquantes. On voit des milliers d'hommes qui essayent de franchir les frontières par la force, aidés d'autant plus avec les forces de l'ordre du régime turc et du régime d'Erdogan. Un geste comme ça, c'est ce qu'on appelle un acte de guerre. Et de voir qu'il n'y a pas de solidarité, qu'il manque des moyens qui sont envoyés, des moyens humains, des moyens matériels auprès de la frontière pour protéger cette porte qui ouvre évidemment vers l'Europe. Moi, il y a quelque chose qui me choque profondément, et j'attends beaucoup du gouvernement et d'Emmanuel Macron à ce qu'ils se saisissent de ce dossier et à ce qu'ils envoient des moyens très rapidement, parce que évidemment, et d'ailleurs les migrants eux-mêmes le disent, leur but n'est pas de rester en Grèce. Le but ensuite, c'est d'aller sur l'ensemble des pays européens, ailleurs, et particulièrement sur ceux qui sont plutôt bienveillants et généreux avec eux, à commencer par la France. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que la Grèce assume toute seule cet afflux de migrants. Donc ce n'est pas un problème grec, c'est un problème européen et un problème français. La réponse ne peut pas, français, européen surtout au sens plus large du terme. J'ai une petite nuance, parce que quand on regarde bien le dossier, moi je suis d'accord avec vous sur le défaut de solidarité de l'Union européenne qui est manifeste et qui n'est pas nouveau eu égard à la Grèce. La Grèce a un nouveau gouvernement depuis quelques mois qui a changé complètement sa doctrine en termes d'immigration, et il faut quand même rappeler que ce nouveau gouvernement a une stratégie qui est de ramener tous les migrants qui arrivent sur son sol vers la Turquie. Que le vice-premier ministre qui est en charge des migrations, puisque c'est son titre, il y a un vice-premier ministre en charge des migrations en Grèce, va tous les 15 jours à Ankara et revient en expliquant à sa situation, à sa population, qu'il a négocié le retour forcé des migrants. Et les Grecs ont demandé à reprendre en main complètement la gestion des migrations et ont d'ailleurs demandé au HCR de leur laisser les camps de migrants dans les îles de la mer Égée, que le HCR gérait avant comme un hotspot qui permettait ensuite de renvoyer les gens vers l'Europe, vers les d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y a aussi un sujet politique en Grèce qui fait qu'on a un gouvernement qui ne veut pas traiter la cause des migrants autrement qu'en les renvoyant en Turquie. Et bien entendu, qui trouve en face, chez les Turcs, un non solide. Donc il y a aussi un sujet politique à regarder en Grèce sur la gestion de cette crise et pour expliquer pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette situation de blocage. Sur les 1500 mineurs isolés qui sont en cours de rapatriement de l'Union européenne, il faut juste dire ça fait 2 ans et demi qu'il y a plus de 3000 mineurs isolés dans l'île de Lesbos qui attendent toujours d'être pris en charge par des structures au moins sociales. Oui. Christian de Villeneuve, tout à l'heure, vous évoquiez le manque d'Europe dans le domaine de la santé. Là aussi, c'est ce qu'on vient de dire. S'il y a un problème avec la Grèce, il y a un problème aussi avec Erdogan. Oui, c'est ça. Mais par rapport à Erdogan, je pense que la Grèce ne peut pas dire et ne peut pas continuer à dire à sa population qu'elle trouvera un accord avec Erdogan sur le retour des migrants sur le sol turc. Voilà, il faut aussi dénoncer ce genre de politiciens. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là et ce chantage inacceptable. Une information, la Pitié-Salpêtrière est surchargée, une situation très compliquée, nous sommes saturés, a indiqué Valérie Pourchère, donc infectiologue au sein de l'hôpital parisien. On est obligé de faire une unité de maladies infectieuses uniquement dédiée à la prise en charge des patients du coronavirus. On manque de lits, on a beaucoup de patients. Donc voilà, sans dramatiser, il y a
ce qu'on évoquait au début, une situation dans les hôpitaux qui est celle qu'elle est. Et aujourd'hui, par exemple, il y a 45 lits d'hospitalisation. Il y a une centaine de personnes qui sont aujourd'hui à la Pitié. Et la comme les Chinois pour bâtir des hôpitaux et la propagation du virus, on voit que la mortalité et la propagation se fait quand les services de santé sont débordés. Donc, je reviens à ma question du départ. Est-ce qu'on en fait assez ? Voilà, on va voir ça parce qu'on n'a pas la réponse non plus. On n'a pas la réponse. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Est-ce que mon voyage en Iran pourra avoir lieu ? Demande Anne. Je ne pense pas. Non, je n'irai pas non plus. Je crois que l'Iran est un foyer très important de virus. Ça dépend quand, si c'est et pas un modèle d'information. Mais Anne, je me renseignerai auprès de mon agent de voyage, mais c'est un des foyers importants. Merci à vous. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.